Eh bien, écoutez, je vous propose qu'on lance ce webinaire. On fera rentrer les personnes au fur et à mesure. Donc, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue pour ce deuxième webinaire d'un cycle donc, de 4 webinaires. On en a eu un premier sur la sobriété euh, il y a à peu près 2 semaines. Et donc, aujourd'hui, on va parler de rénovation, à la fois de rénovation de maisons individuelles et également de rénovation de bâtiments publics. Et on aura 2 autres webinaires dont vous retrouverez les dates dans la présentation. Le prochain sera sur les énergies renouvelables et enfin un dernier qui portera sur la thématique de l'adaptation. On a choisi pour ces webinaires de prendre la métaphore du sport, puisqu'on s'adresse aux équipes candidates aux futures élections municipales et on considère que c'est sans doute un petit peu de sport, de construire son programme, de construire son équipe également. Et donc, on vous propose donc de muscler votre programme électoral. Aujourd'hui, nous serons 2 de l'ALEC à animer ce webinaire, en dehors des témoins, bien sûr, qu'on vous présentera tout à l'heure. Je commence par me présenter, Olivier Roche, donc responsable du pôle collectivité à l'ALEC du Pays de Rennes. Et nous avons avec nous Elisabeth. Bonjour, Elisabeth Ribeiro, responsable du pôle grand public au sein de l'ALEC également. Donc, le déroulé de ce programme, de ce webinaire, pardon, donc nous aurons donc les 2 thématiques. En premier lieu, la rénovation des maisons individuelles. Donc, le principe, c'est qu'on vous présente quelques enjeux sur la thématique. On a un retour d'expérience avec un témoin. Et ensuite, on essaie de faire ressortir les 2, 3 points principaux qui semblent importants, ou en tous les cas qu'on vous propose d'intégrer à vos programmes électoraux dans le cadre de ces élections. Alors, très rapidement, une présentation de l'Agence locale de l'énergie et du climat du Pays de Rennes. Donc, l'ALEC propose de vous accompagner sur différents sujets que vous retrouvez sur la diapositive qui est présentée actuellement. Donc, on accompagne tout type de public, donc sur les thématiques de maîtrise de l'énergie, de développement des énergies renouvelables, des économies d'eau, de l'adaptation au changement climatique. Vous retrouverez également sur le diapo la raison d'être de l'ALEC ainsi que nos valeurs. Donc, on essaye bien sûr de traduire dans les actions que l'on propose à nos partenaires. Et enfin, sur la présentation très rapide de l'ALEC, donc nous intervenons sur le pays de Rennes, qui comprend 4 EPCI, Rennes Métropole, le pays de Châteaugiron Communauté, l'Ifré-Cormier Communauté et le Valdy-Lobigny. Donc, je l'ai évoqué tout à l'heure, la construction du webinaire se fait de la façon suivante. Donc, les enjeux en bref, quelques retours d'expérience et les mesures concrètes à intégrer dans les programmes électoraux. Et on va commencer tout de suite avec le sujet de la rénovation énergétique pour les particuliers. J'ai oublié de préciser que ce webinaire est enregistré pour pouvoir y accéder ensuite en replay sur le site internet de l'ALEC. Donc voilà, il fallait quand même vous prévenir. Je vous invite à couper vos micros et potentiellement à poser des questions via le chat, même si nous aurons des temps d'échange en direct à l'issue notamment des présentations des retours d'expérience. Eh bien, je te laisse la parole, Elisabeth. Merci. Concernant la rénovation énergétique auprès des particuliers, l'ALEC a une mission de conseil et d'accompagnement des particuliers dans leurs projets de rénovation énergétique. Un petit topo sur les typologies de logements qu'on peut retrouver sur le pays de Rennes. Nous avons pour 40% des maisons individuelles, le reste étant du coup des appartements. La forte proportion d'appartements est due notamment fortement à la ville de Rennes, qui concentre la majorité des appartements. On retrouve principalement des résidences principales, très peu de résidences secondaires sur le pays de Rennes et assez peu également de logements vacants. Pour faire un focus sur l'espace Conseil France Rénov, si tu veux bien passer, oui, super. L'espace Conseil France Rénov, c'est un service public qui est porté par les EPCI, qui est également cofinancé par l'ANA et par le Conseil régional de Bretagne.
Sur le Pays de Rennes, on va retrouver 3 espaces Conseil France Rénov'. Sur le Valais d'Aubigné et le Pays de Châteaugiron, ce sont des espaces conseils qui sont portés en régie directement par les EPCI. Et sur Rennes Métropole et l'Ifricormi Communauté, c'est donc la LEC qui assure cette mission de conseil auprès des particuliers. Comment se décompose du coup un espace conseil France Rénov'? Donc c'est bien un guichet unique auquel le ménage peut venir, auprès duquel le ménage peut venir chercher des informations. Donc, à la fois sur, des informations très techniques, sur comment on met en œuvre, telle ou telle technique d'isolation, quel type de chauffage on peut choisir, pour son logement, mais également des conseils d'usage, sur, comment réaliser des économies d'énergie, quand on habite son logement. Les conseils sont, apportés par des conseillers, techniques, au sein de la LEC, soit en présentiel, soit en visio. Nous réalisons également des missions, de, visite technique sur place, directement chez le particulier, pour, être au plus près, en fait, des problématiques, que l'on peut rencontrer, notamment, lorsqu'on va pouvoir avoir des problèmes d'humidité dans les logements. C'est bien de pouvoir se déplacer sur place. Nous faisons également du prêt de caméras thermiques qui permet, d'identifier des points singuliers dans la construction. Et également tout ce qui va être, ensuite, une fois que les priorisations de travaux sont faites, de l'analyse de devis, justement pour s'assurer que les préconisations sont, bien traduites sur les devis et qu'il y a tous les éléments nécessaires pour, assurer, une bonne réalisation des travaux, et également, et faciliter les demandes d'aide, financière. Hem, L'espace conseil France Rénov', il a aussi une mission qui est importante, elle s'appelle la dynamique territoriale. La dynamique territoriale, elle s'appuie sur des actions, d'aller vers. Donc ça va être des actions de communication, des stands de rénovation, lors de forums, lors d'événements aussi, qui sont pas forcément en lien avec la rénovation, mais sur lesquels on va pouvoir aller, toucher un maximum de personnes, pour, continuer à mettre en lumière, en fait, les problématiques autour du logement et voilà, accompagner les ménages à avoir, du meilleur confort, dans leur logement. Ça passe du coup par des stands réno, je l'ai dit. Ça va passer aussi par des animations, type causerie où, on invite les personnes à venir, échanger avec nous, à voir ensemble, la priorisation de travaux, donc détailler, toutes les typologies, d'interventions qu'on peut faire sur une maison ou sur un appartement. Ça peut être également des balades thermiques, pendant lesquelles on va se balader dans un quartier identifié avec la commune, pour justement, regarder quel est l'impact de telle, ou telle intervention sur les logements. On peut passer à la suite, je pense. Pour le retour d'expérience, je vous propose d'échanger avec Guillaume. Guillaume, c'est un habitant du coup de l'Haillé qui a fait, un projet de rénovation, sur sa maison des années 80, donc qui l'a amené jusqu'au niveau BBC, en partant du coup d'une étiquette F. Guillaume, je vais te laisser, du coup, hop, le micro ouvert, comme ça tu vas pouvoir, Ouais. voilà, intervenir en même temps. Donc c'était une Bonjour maison à des tous. années, 80, d'une surface habitable, 1982 exactement, ouais. voilà, Mmh. d'une surface de 102 m², pour lequel du coup tu as fait, tout un tas de travaux, que j'ai Oui, détaillés sur la slide d'après. Est-ce que tu veux nous en dire plus sur les travaux que tu as choisi de réaliser, sur ta maison? Tu peux passer Olivier sur la hem, slide. d'emblée, quand on a acheté cette maison, il y avait un grand nombre de travaux à effectuer. Au-delà de la remise au goût du jour, les murs étaient, comment? Fissurés par endroits. Il y avait un ravalement à prévoir et du coup, des performances qui étaient pas très bonnes. Donc dans l'idée, tout de suite, on a envisagé, pour faire d'une pierre deux coups, une, rénovation, thermique par l'extérieur, ITE, avec l'isolation et et coupler ça avec aussi une petite extension pour venir, ajouter
au confort général. On a dû trouver une maîtrise d'œuvre pour nous aider, donc en l'espèce un architecte, une architecte, parce que donc c'était des travaux vraiment d'ampleur, une rénovation globale, et même en s'y connaissant un petit peu, c'était compliqué de tout envisager. Donc il a fallu également trouver un relais pour amener à cette maîtrise d'œuvre et amener vers les objectifs visés. Et il a s'agi dans un premier temps d'effectuer un diagnostic de la maison, diagnostic thermique. Et en cela, l'ALEC a été d'une grande aide puisque on a eu une première subvention pour effectuer cette analyse avec un thermicien spécialisé pour faire un audit donc réglementaire avec les divers scénarios possibles, les points forts et les points faibles de la maison. Et du coup, on avait un chemin de fer vraiment concret du point de départ à l'objectif visé, qui était dans un premier temps pas forcément le BBC, mais qui, au fur et à mesure de l'étude, a permis d'aboutir à ça. Donc, pour les travaux que vous avez choisi de réaliser sur votre maison, tu l'as dit, vous avez fait une isolation par l'extérieur, donc en fibre de bois. Ouais, Également l'isolation du plancher bas sur le sous-sol, c'est ça. l'isolation de la toiture avec de Alors, la ouate de du cellulose. plancher haut, en fait, donc c'est l'isolation Mmh, des combles perdus, plus exactement, voilà. avec de la ouate de Euh, cellulose. les menuiseries extérieures ont été également remplacées. Tout à fait. Donc là, on voit qu'on a vraiment des postes importants sur le volet isolation qui permet vraiment de Oui, réduire le besoin. oui, Ensuite, vous êtes intervenu sur la ventilation en remplaçant du coup la ventilation qui était autoréglable par une simple flux hygroréglable. c'est ça. Et vous avez complété le tout avec un chauffage autonome, donc un poêle à granulés Mhm, pour chauffer l'ensemble de votre maison, et un c'est ça. chauffe-eau On a thermodynamique gardé, pour le volet oui, eau chaude sanitaire. c'est ça. On a gardé quelques convecteurs dans les chambres, mais ils sont très peu allumés, il faut le dire. Puisqu'on Mm. a la température descend pas énormément dans la maison. Le poêle à granulés fait la soudure dans la pièce principale, c'est vraiment très confortable. Et dans les chambres, on est aux alentours de 18-19 degrés, même sans forcément allumer les chauffages. Ça a tendance à descendre un petit peu sur la période fin décembre, fin janvier. C'est vraiment les températures les plus basses qu'on ait pu enregistrer. Et sinon, voilà, le schéma des travaux est assez clair, effectivement. Donc du coup, par rapport à l'audit énergétique que tu as pu réaliser en amont des travaux, est-ce que tu Oui. penses que ça correspond concrètement à ce qui était prévu sur le papier? Alors, j'ai encore quelques petites incertitudes, mais globalement, on est bien puisque à comparaison, malgré la hausse du prix de l'énergie, on a quand même divisé par 2,5 notre consommation euh, par rapport à la maison historique telle qu'elle fonctionnait avec un nombre d'habitants comparable. Donc ça, c'est plutôt très intéressant. Comment s'ajoute à cela, bien sûr, le pelé qui vient en plus de l'électricité, mais comment la personne qui était là avant nous alimentait un foyer ouvert avec des bûches. Donc, il y avait aussi un poste bois dans son fonctionnement quotidien. Et du coup, le confort est au rendez-vous. La maison est vraiment agréable à vivre. Euh, Rétrospectivement, on aurait dû travailler un tout petit peu plus l'étanchéité à l'air de l'enveloppe, l'étanchéité globale, qui a été un peu survolée parce on n'avait pas d'objectif, on faisait pas de test de perméabilité. Et rétrospectivement, je pense que j'aurais apprécié avoir cet aiguillage. Euh, c'est une décision qui a été prise au moment des travaux, mais rétrospectivement parlant, je pense que c'est un focus sur lequel il faut orienter les ménages pour aussi travailler cet élément de confort et cet élément de performance. Tout à fait, tu fais bien de le repréciser. Euh, une petite question par rapport au confort d'été. Oui, Comment la comment maison... c'est géré? Ouais. Alors, là aussi, une petite erreur de conception de- due à la méconnaissance, c'est que effectivement, plus on rajoute de surface vitrée, notamment au sud,
et à l'ouest, plus on a de risques de surchauffe en été. Donc notre extension est largement vitrée donc en façade, avec une baie coulissante qui fait environ 3 mètres, et sur la façade sud, et 2 mètres, un peu plus de 2 mètres sur la façade ouest. Du coup, on a opté pour, et ça c'était un préalable impossible à contourner, pour des BSO sur ces grands espaces vitrés, pour maîtriser en fait le flux solaire et la chaleur qui peut rentrer par les fenêtres, parce que une des premières notions qu'il faut avoir en termes de confort d'été, c'est effectivement la protection du soleil. Alors ça peut se faire par justement des occultations, BSO, volets, mais c'est vraiment un truc incontournable. Donc ça, c'est un élément qui a bien été géré. Maintenant, il y a des fenêtres qui n'ont pas pu, pour des questions techniques et architecturales, bénéficier de ces protections. Et c'est un objectif que je vise dans les années qui viennent, là, très très vite, pouvoir ajouter une pergola, ou en tout cas une casquette au niveau des 2 fenêtres qui n'ont pas été traitées, parce qu'elles occasionnent effectivement de la surchauffe. Un bémol sur la ventilation nocturne, qui est un des deuxièmes outils pour maîtriser la surchauffe en été. On arrive à faire des courants d'air parce que la maison est traversante, mais c'est la sécurité qui n'est pas forcément assurée. Et du coup, rétrospectivement parlant, j'aurais dû intégrer un ouvrant sécurisé qui permet de ventiler de manière très importante. Peut-être aussi un imposte quelque part, ou une fenêtre de toit connectée à l'espace de vie principal, côté nord, donc qui ne capte pas la lumière, mais qui peut chasser la chaleur. Mais ça, voilà, c'est des sujets de conception qui n'ont pas été abordés par mes connaissances, et puis aussi pour limiter le budget, tout simplement. Oui, et puis c'est des notions qui vont prendre de plus en plus d'ampleur aussi maintenant. Mm. La rénovation de ta maison, tu l'as commencé à la faire 2021. en 2021. Voilà, c'est des notions d'adaptation au changement climatique qui deviennent de plus en plus prégnantes, et Exact. voilà, et c'est bien de pouvoir y réfléchir aussi maintenant et se dire, bon, bah, comment Mm. je peux améliorer pour la suite. C'est ça. Je te propose de faire un petit focus sur les aides financières Oui, que tu as pu solliciter dans le cadre de tes travaux. tout Donc, à fait. les travaux de rénovation énergétique ont coûté au total 56 999 €, avec Mm. l'ensemble des postes qu'on a pu mentionner au C'est très début. précis. Oui, c'est très précis, tout à fait. Incluant du coup l'audit énergétique et la conformité au IBBC, qui étaient Mm. des préalables pour demander l'aide locale éco-travaux. Voilà, et pour justifier de l'atteinte du BBC justement. L'aide éco-travaux, du coup, elle est basée sur l'atteinte du niveau B, et elle est de 8 000 € sous condition de ressources. C'est Cette ça. aide, elle a été mise en sommeil pour le moment par Rennes Métropole. Euh, on verra du coup avec le temps si, et en fonction de l'évolution de MaPrimeRénov', comment cette aide locale évolue avec les nouveaux mandats l'année prochaine. Donc nous avions l'aide éco-travaux pour 8 000 € pour les travaux, l'aide à l'audit de 800 €. Mm. Cette aide à l'audit, elle était ouverte à tous les ménages, donc c'était quelque chose qui était plutôt intéressant pour l'ensemble des personnes qui ont pu solliciter cette aide. Ça permettait vraiment d'avoir un premier avis basé sur des calculs réglementaires, sur justement des priorisations de travaux. Et c'était immédiat. Euh, et c'était immédiat, tout à fait. C'était immédiat. Euh, Tout de suite, la facture de solde de l'audit envoyée, la somme était perçue très rapidement. Donc, c'est une dépense qui n'en est pas une en vérité, en tout cas qui passe inaperçue. On fait l'avance, mais ça a été remboursé extrêmement rapidement. Mm. C'est l'avantage de pouvoir justement bénéficier d'aides locales qui sont gérées au local. Et Mm. du coup, c'était l'Agence locale de l'énergie et du climat, donc l'ALEC, qui était l'intermédiaire avec Rennes Métropole, contrairement du coup à MaPrimeRénov' qui est gérée au niveau national pour les ménages intermédiaires et aisés. Ça n'empêche que tu as quand même bénéficié de MaPrimeRénov' Tout à sur fait. l'ancienne mouture, parce que MaPrimeRénov' a changé en 2024. Sur l'ancienne mouture, elle était du coup conditionnée à des rénovations qui permettaient au moins 55% de gains énergétiques. Et donc, ou alors par geste.
Donc ça dépendait de ce qui était le mieux disant finalement pour les projets. Dans le cadre de ma prime rénov, tu as pu bénéficier de 8 450 €. Je crois que c'était en geste par geste que tu avais sollicité ma prime rénov. Oui, parce que j'avais des postes en autoconstruction. Voilà, donc c'était Donc, c'est ce qui a empêché d'avoir une rémunération globale. Tout à fait. avec le forfait à 10 000 € parce que du coup, Exact. autant sur Éco-Travaux, les travaux en auto-rénovation sont inclus dans la performance atteinte, autant au niveau de ma prime rénov, les travaux qui sont faits en auto-réno sont exclus du calcul réglementaire. Donc ça Exact. facilite pas forcément les choses. Et donc des C2E en complément, donc pour 2 175 €. Tu as C2E, également fait... certificat d'économie d'énergie. Oui, pardon. Et oui, il y a une question dans le chat pour Guillaume, Oui. pour savoir si, Guillaume, vous avez bénéficié d'une exonération de la taxe foncière pendant 3 ans, c'est Jérémy Bonenfant qui nous pose la question. C'est un levier des municipalités pour l'incitation à la rénovation, et je crois que c'est un, Tout à un fait. poil en avance par rapport aux actions qu'on avait imaginé proposer aux équipes. Donc je ne sais pas, est-ce que Guillaume, vous avez pu bénéficier de cet avantage? Eh ben, j'ai pas la réponse. Je, Alors, si tu n'as pas fait je, la demande, enfin, je ne pense pas que l'AIE ouais. ait mis en place cette exonération. C'est vraiment au choix des communes. Euh, alors, je vais juste aller vérifier très rapidement. N'hésitez pas à poser vos questions, même en direct, hein, si vous voulez, sur la partie rénovation de maisons individuelles et le retour d'expérience de Et Guillaume. donc, non, l'AIE ne propose pas d'exonération de la taxe foncière sur les travaux d'économie d'énergie. L'AIE propose d'autres aides locales qui sont sur le solaire thermique, le solaire photovoltaïque et les récupérations d'eau de pluie. Et d'ailleurs, ça devait figurer sur la fiche qui a été remise par Rennes Éco-Travaux. Il y avait toute une liste d'aides à solliciter, donc qui listait les C2E, etc., des aides complémentaires qu'on pouvait aller chercher avec les sites. C'était assez bien fait. Et à l'époque, du coup, j'ai dû avoir la réponse et oublier que j'avais eu la réponse. Mais voilà, c'est l'aide qui est apportée par notamment la LEC de Rennes en l'occurrence, était là aussi pour nous guider et nous orienter pour avoir un maximum d'aide pour cette rénovation. Oui, ça permet d'optimiser au maximum. C'est vrai que euh, c'était plus simple avant. Avec l'aide éco-travaux et ma prime rénov. Voilà. Et du coup, alors il y a une question dans le chat, je l'ai vu passer. Est-ce qu'il y a un lien vers le site internet de l'ALEC pour justement connaître les exonérations qui sont possibles au niveau des communes du Pays de Rennes? Aujourd'hui, on n'a pas de lien directement accessible, mais par contre, les conseillers sont en mesure de vous dire, en fonction de la commune, ce à quoi vous avez droit. Mais on connaît les communes qui proposent cette Oui, exonération aujourd'hui. tout à fait. Ok. Donc Elles éventuellement, sont on pas pourra. très très nombreuses. Oui. Sur Rennes Métropole, nous avons Béton, Cesson et Saint-Sulpice, la Ah forêt. oui. Mm. Et on ne connaît pas sur les autres EPCI? Non, sur les autres EPCI, il faudrait que je me rapproche Ok. de Passe Rénaud pour le Val d'Île d'Aubigné et du coup la régie du Pays de Châteaugiron. Voilà. Plus du coup l'éco-PTZ. Donc l'éco-PTZ, c'est un prêt à taux zéro qui permet de financer les travaux d'économie d'énergie sur des critères spécifiques et qui sont semblables à ceux demandés par ma prime rénov. Est-ce que tu veux nous faire un petit topo en 2 minutes sur l'éco-PTZ que vous avez pu solliciter? On t'entend plus, Guillaume. Oui, pardon. Comment l'éco-PTZ. Alors, ça a été un petit peu complexe sinon obtenir, en tout cas, à faire passer au niveau de la banque, parce que c'est un défaut de connaissance de la conseillère, en fait, qui nous a pris en charge. Et ça s'est fait en 2 fois, en fait. On a dû déposer 2 fois le dossier, et dont une fois in extremis au mois de novembre, fin novembre, pour une fermeture tout début décembre. Heureusement, on l'a eu, mais il y a une acculturation des banques
qui a dû être menée depuis, mais qui, à l'époque, n'était pas vraiment, surtout pour les rénovations globales, d'actualité, et qui, du coup, nous a fait perdre du temps et a manqué de tout simplement ne pas arriver. Mm. Tout à fait. C'est bien pour ça que j'ai nommé cette slack le méandre des aides financières, parce que au-delà de la complexité des travaux de rénovation énergétique, de combiner l'ensemble des intervenants, de faire en sorte que les interfaces techniques soient bien réalisées, il y a aussi du coup tout le montage financier derrière qui est un vrai casse-tête. Et pour lequel, du coup, l'ALEC aussi intervient en conseil et en réassurance et peut-être aussi parfois en intermédiaire, justement, avec les différents intervenants financiers, Guillaume, est-ce financiers. qu'il y a une question dans le chat? Est-ce que vous souhaitez nous donner le nom de votre banque qui n'était pas Le familiarisée Crédit avec Agricole. l'éco-PTZ? Le Crédit Agricole, très bien. Le Et Et c'est en- Crédit quelque chose qui a Agricole, ouais. changé, hein. C'est vraiment, comme tu disais, aujourd'hui, il y a une meilleure acculturation, ça a changé. Et il y a un travail qui est fait notamment avec Rennes Métropole, justement, pour faciliter l'octroi des éco-PTZ en lien avec les rénovations énergétiques. Et nous avons une question de Gauthier de Ruette. Allez-y. Oui, moi, j'ai pas compris ce qui avait bloqué au Crédit Agricole. Je suis dans des démarches aussi de rénovation. J'ai pas le droit au PTZ parce que tout simplement c'est un prêt immobilier. Et comme je suis à 33% d'endettement pour rembourser l'emprunt de ma maison, je peux pas m'endetter plus. Et du coup, j'ai pas l'impression, enfin en tout cas, moi j'ai pas compris que c'était une acculturation du Crédit Agricole, c'est juste les règles qui font que, contre le surendettement, qui font qu'on peut pas s'endetter à plus de 33% de nos revenus. En l'occurrence, le niveau d'endettement était bon. C'est dans le montage du dossier. Au tout début, donc dès le départ, en fait, il a s'agi d'une rénovation d'ampleur. On a amené des éléments qui montraient cet état de fait. Et dans le montage du dossier et le lissage de l'emprunt, le conseiller qui était avec nous n'a pas pris en compte certains paramètres, n'a pas rempli, semble-t-il, le bon dossier. Alors, est-ce que c'était un dossier interne ou est-ce que c'était autre chose? Enfin, toujours est-il qu'on a dû refaire tout le dossier bancaire pour le PTZ à ce moment-là, et ça a été donc une source de stress. Et du coup, si dans votre endettement au départ vous incluez le PTZ, c'est beaucoup mieux, quoi. Mais il faut que votre banquier vous le propose d'emblée. Et généralement, ils aiment pas forcément prêter de l'argent gratuit. C'est un travers que j'ai déjà entendu dans mes connaissances. Des fois, il faut vraiment insister, etc., et faire en sorte que cet éco-PTZ soit une pierre angulaire du projet et pas rajouter comme un moyen d'obtenir un peu plus de budget, quoi. C'est, Sachant mais que là, ce en Un n'est pas petit l'occurrence, c'est bémol, un cas très le personnel. prêt, il n'est pas gratuit, il est pris oui, en charge par l'État. oui. Oui, il est C'est pris en charge, important pardon. de Mais Oui, préciser parce que, et du coup, sans doute que pour l'établissement bancaire, il doit y avoir des démarches à faire et c'est sûr que oui, pour eux, Mm, c'est tout à potentiellement fait. plus simple, on va dire, de ne pas faire ces Euh, démarches. Je vois le temps Monsieur qui avance, Durmet, Elisabeth. oui, faut qu'on avance, oui. Monsieur Durmet, je garderai votre question parce que je poserai la question aussi à notre référent auprès de la Caisse d'épargne pour savoir ce qu'il en est euh, par rapport à cette histoire de non-dépassement des 33%. Du coup, merci beaucoup, Guillaume. Je vous propose de désolé. passer sur les mesures concrètes que vous, futurs élus, vous pourriez intégrer dans votre programme. Donc, en mesures concrètes, la première, peut-être se fixer un objectif de ménage accompagné sur votre commune. Aujourd'hui, l'ALEC reçoit l'ensemble des personnes qui sont sur la métropole ou les fréquentes communautés. Euh, et on sait dire en fait quel est le pourcentage de personnes sur chaque commune. Avoir aussi en tête que les PCAET de votre EPCI mettent tous des objectifs très ambitieux sur la rénovation des logements euh, pour les années à venir. Et donc, plus les ménages sont accompagnés tôt dans leur projet et plus vous facilitez justement l'accès à ce conseil personnalisé,
plus nous mettons les chances de notre côté pour pouvoir atteindre ces objectifs qui sont partagés. Voilà. Pour continuer dans cet objectif de ménage accompagné, c'est aussi proposer des actions au plus près de vos habitants, peut-être avec des permanences d'Espace Conseil France Rénov', dans vos communes, en lien avec les CCAS, par exemple, pour proposer les conseils qui sont personnalisés, hein. Je le rappelle, ils sont personnalisés, neutres, indépendants. Ils sont gratuits pour vos habitants. C'est bien un service public qui est pris en charge par l'EPCI et l'ANA. Voilà et peut-être aussi en organisant, en accueillant des animations. Je le disais tout à l'heure, des balades thermiques, qui sont, des moments propices, aux échanges, des causeries rénovation aussi, ou des fresques de la rénovation qui permettent justement de poser les choses et de rappeler, les préalables à une bonne rénovation énergétique. C'est-à-dire, d'abord on isole, ensuite on ventile et enfin on réfléchit au système de chauffage. Et ensuite, pour, la troisième mesure concrète, heu, on l'a abordé dans le chat, sur, la mise en place d'une exonération partielle ou totale de la taxe foncière. Bien sûr, cette exonération, elle est sous condition de réalisation de travaux de rénovation énergétique. Elle peut être entre 50 et 100. Elle est, sous condition d'avoir réalisé au moins 10 000 € de travaux de rénovation énergétique sur l'année ou alors 15 000 au cours des 3 dernières années. Voilà, tout ça, c'est vraiment une décision qui est prise par la collectivité. Hem et voilà, c'est des choses qui sont assez simples à mettre en place, et qui peuvent aussi, du coup, permettre, un levier intéressant pour les ménages pour se lancer dans leurs projets de rénovation. Voilà. Bien sûr, Merci Elisabeth. je reste disponible si jamais vous avez Oui, d'autres questions, on va heu clôturer la partie rénovation oui, maison individuelle, mais avant ça, est-ce merci. qu'il y a peut-être des dernières questions, à la fois sur les propositions, sur le témoignage de Guillaume? A priori, non. On va enchaîner. N'hésitez pas de toute façon à poser des questions dans le chat, on pourra y revenir avant la fin du webinaire. Très bien, et bien du coup, on va enchaîner sur la rénovation énergétique, cette fois du patrimoine communal. Donc, je vais vous donner quelques enjeux pour bien cadrer le terrain. Sous trois familles, les enjeux environnementaux, les enjeux économiques. Et donc, pour commencer par les enjeux environnementaux, bon, j'enfonce une porte ouverte, mais on est sur des augmentations, notamment de températures liées au changement climatique, liées aux émissions de CO2 en hausse. Donc, sur les aspects environnementaux, il faut agir dès maintenant. Et la réalisation notamment de rénovation énergétique permet donc de réduire les consommations et les émissions. Donc là, vous voyez les éléments qui concernent spécifiquement Rennes, et donc Rennes et les communes qui se trouvent autour, bien sûr, sur les températures atteintes, les moyennes de température atteintes, pardon, sur ces dernières années. Et pour préciser, quand on évoque l'évolution des températures, on pense souvent notamment au confort d'été. Euh, et donc, à l'ALEC, on suit également ce qu'on appelle les degrés jours unifiés, qui permettent de caractériser la rigueur d'hiver. Et donc, on observe sur le territoire de Rennes une augmentation des températures moyennes. Donc là, c'est spécifiquement sur les périodes hivernales, entre octobre et avril. Et donc là, en une vingtaine d'années, on a plus 1,2 degré sur cette période. Les enjeux économiques, donc qui sont bien sûr importantes. Et donc, avant de voir l'exemple concret de la commune de Moisey, un retour d'expérience sur une commune qui a rénové une mairie. Et donc là, on voit donc un graphe avec des consommations d'énergie, d'électricité et de gaz sur cette mairie depuis 2012 jusqu'à 2024. L'année de rénovation étant l'année 2020, c'est pour ça qu'il n'y a pas eu de consommation. Donc on voit bien sûr qu'il y a eu une baisse importante, mais la notion importante également, c'est justement cette notion de coût évité. Alors pour illustrer très concrètement, en 2019, cette mairie consommait 100 mégawattheures, donc c'est-à-dire 100 000 kilowattheures, pour une dépense annuelle de 7 000 euros.
toutes énergies confondues, donc c'est-à-dire électricité et gaz, ce qui donne un coût moyen du kilowattheure de 7 centimes d'euros. En 2024, une fois la rénovation effectuée, après 4 ans, on a quasiment divisé les consommations par deux, mais la dépense est passée à 11 000 euros du fait de l'augmentation des coûts de l'énergie. Donc, soit un coût moyen de 20 centimes d'euros TTC. Donc, si cette commune n'avait pas effectué cette rénovation, elle aurait eu une facture de l'ordre de 20 000 euros en 2024. Donc, rien que sur une année, l'économie est de l'ordre de 9 000 euros. Et donc, les coûts évités depuis la rénovation, lorsque l'on recalcule les factures de chacune des années, si on était resté au même niveau de consommation, c'est à peu près 25 000 euros. Et un des points forcément très importants, c'est que accessoirement, bah, on a aussi beaucoup plus de confort, puisqu'on a rénové thermiquement le bâtiment et ça apporte du confort pour l'hiver, mais également pour l'été. Les enjeux réglementaires, je vais aller assez rapidement sur ce sujet. Donc, ça a été évoqué par Elisabeth sur la partie habitat individuel. Excuse-moi Olivier, Oui. apparemment les slides ne sont plus vus par certaines personnes. Bon, alors, Est-ce que c'est le cas pour tout le monde? Pour ce qui me concerne, tout va bien. tout va bien aussi. D'accord, ok. Je te laisse les remettre. Les slides seront disponibles ensuite sur le site internet de l'ALEC. Excuse-moi, je te laisse Pas continuer. de souci. J'espère que tout le monde voit le diapo du coup. Ça a l'air d'être bon. Ok. Donc, dans les enjeux, alors on pourrait appeler réglementaires, en tous les cas des enjeux locaux. Donc, chaque territoire du pays de Rennes, effectivement, est engagé dans un plan climat air énergie territoire, les PCAET. Et donc, tous les territoires se sont engagés à la fois à réduire les consommations d'énergie, à réduire les émissions de CO2 et à développer la part des énergies renouvelables. Donc, vous voyez ici, donc, chaque territoire a des objectifs potentiellement différents. Donc, j'ai indiqué les fourchettes de chacun des territoires. Alors, par contre, le son est très faible, on me dit aussi. Je ne sais pas si je peux l'augmenter, ça. Je ne crois pas. Désolé. Je vais parler plus fort. Les objectifs des PCAET sont fixés à l'horizon 2030, avec en règle générale une année de référence à 2010, qui peut être variable pour certains territoires. Autre élément réglementaire, le dispositif éco-énergie tertiaire, ou autrement appelé décret tertiaire, qui oblige à réduire les consommations énergétiques des bâtiments existants. Donc, à partir du moment plus de 1000 m², pour faire simple. C'est un peu plus complexe que ça, mais on va dire que pour faire simple, c'est les bâtiments de plus de 1000 m². Et donc, il y a des objectifs qui sont chiffrés à différents horizons, 2030, 2040 et 2050. Vous voyez les objectifs en valeur relative, on va de moins 40 à moins 60%, donc des objectifs ambitieux. Donc soit on atteint l'objectif en valeur relative, mais on a aussi des valeurs absolues qui sont données, c'est-à-dire que par exemple pour une mairie, il faudra atteindre autour de 95 kWh par mètre carré en 2030. À chaque échéance, on aura de nouvelles valeurs absolues, donc on a le choix, soit on atteint l'objectif en valeur relative, soit on atteint l'objectif en valeur absolue. Donc, ces différents dispositifs, que ce soit les PCAET ou le dispositif éco-énergie tertiaire, vont dans tous les cas obliger à passer à l'action et obligent déjà à passer à l'action. Alors, qui vérifie les résultats? Je vois la question dans le chat. Donc, il y a un site qui a été mis en place qui s'appelle Opérat, qui est géré par l'ADEME, l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie. Et du coup, chaque année, on doit venir saisir les consommations énergétiques des patrimoines concernés. Et donc, aux échéances, en 2030, il y aura une vérification de l'atteinte des objectifs. Et donc, pour vous donner, avoir un retour d'expérience concret, donc je remercie Monsieur Faoucher de la commune de Moisé qui est avec nous ce midi. Et donc, la commune de Moisé a engagé donc une rénovation d'une salle communale. Et vous allez donc, Monsieur Faoucher, nous présenter ce retour d'expérience. Alors, juste avant, je vois une question complémentaire sur le dispositif éco-énergie tertiaire. Si l'objectif n'est pas atteint,
Donc effectivement, le dispositif prévoit potentiellement des amendes ou un site avec du name and shame. Ça fait partie des punitions, entre guillemets, si l'objectif n'est pas atteint. En tous les cas, là, aujourd'hui, on s'adresse aux collectivités. J'ai envie de dire qu'il y a quand même relativement peu de chances que... Donc c'est notamment l'Adréal qui est chargé de surveiller l'atteinte des résultats. Je pense qu'il y a peu de chances qu'on aille chercher les collectivités sur des non-conformités. Il faut savoir que ça concerne tous les bâtiments tertiaires, donc également des bâtiments privés. Et donc, c'est vrai qu'il faut voir aussi ce dispositif comme un support pour aller vers la rénovation énergétique et l'amélioration des consommations dans les bâtiments. Mais donc, les punitions, entre guillemets, on va dire, ne sont pas engageantes pour passer à l'action. Alors, Monsieur Fauchard, je vous passe la parole, du coup, par rapport à votre retour d'expérience. Alors, votre micro est coupé. Est-ce que vous pouvez allumer votre micro, Monsieur Fauchard? Ah, Vous m'entendez? ah, ça y est, c'est bon, on vous entend. Alors, bonjour à tous. Monsieur Faucher, je suis adjoint au bâtiment de la commune de Moisé. Donc, Moisé, pour le situer, c'est 15 km au nord de Rennes, 1700 habitants. Donc, nous avions décidé de rénover la salle communale. C'est un bâtiment de 150 mètres carrés. Ancien, c'est l'ancien presbytère, en fait. Donc, une rénovation succincte avait été faite dans les années 80, mais sans prendre en compte le paramètre économie d'énergie à l'époque. Donc, on a décidé d'une rénovation complète de la salle, en y incluant la question énergétique. Donc, la transition écologique faisait partie de notre programme électoral. Donc, on a traité le sujet de la salle, mais dans un schéma global sur la commune de tous les bâtiments pour l'économie d'énergie. Dès le début du mandat, on a adhéré à l'ALEC et on a commencé avec l'aide de notre conseiller, M. Labiche. Nous avons fait un bilan énergétique complet des bâtiments de la commune. On a sollicité le département pour des subventions pour la rénovation de cette salle. Donc, on a réussi à avoir des subventions, mais il y avait un impératif, c'est de faire au moins 30% d'économie d'énergie. Donc, on a travaillé le sujet en partenariat avec l'ALEC. On a cherché un peu partout où étaient les gains énergétiques. Donc, on a cassé un peu les volumes de la salle qui est un petit peu en cathédrale, en forme de cathédrale. On a créé un nouveau plafond qu'on a isolé. On a refait toute l'isolation murale. En fait, on a dépouillé tous les murs et on a tout réisolé, quoi. On a posé une couche d'isolant au sol aussi. On a remplacé le système de chauffage. Alors, c'était des vieux grippins, on les a remplacés par des chauffages électriques. C'était une question de budget, mais très, très performant avec des programmations. Donc, on a changé toutes les ouvertures aussi. Et on est passé en éclairage LED. Donc, les travaux, ça a duré quand même pas loin d'un an. Alors, pas loin d'un an parce qu'on a été un petit peu embêté par un mur qui menaçait de s'écrouler. Donc, on a pris beaucoup de retard sur le sujet. Et on était pendant Covid, donc pas de coactivité. Et les délais de livraison des matériaux ont été très, très rallongés. Donc, c'est un chantier qui a quand même duré un an. Assez compliqué. Mais bon, à l'issue des travaux, on était assez contents. On a fait un nouveau bilan énergétique, toujours avec l'ALEC. Donc, au niveau des consommations, on a quand même gagné 45% des consommations sur la salle. Alors, sur l'ensemble de la commune, on est à 38%. 4 années d'efforts. Donc, c'était un des postulats de notre mandat et je pense qu'on a été très bien accompagné par l'ALEC.
et les résultats sont là. Alors, le coût global de l'opération, on était quand même sur, au départ, elle était estimée à 170 000 euros. On est arrivé au final à 214 000 euros. Alors, ça s'explique par le mur qui menaçait de s'effondrer, donc il a fallu le renforcer. Et puis, on a fait une petite extension aussi avec une cuisine et un local de rangement Ok, qui n'était pas prévu au départ. qui n'était pas prévu au départ. Non. Ok, Mais on en a profité justement d'avoir les artisans pour le faire. d'accord. Donc, globalement, nous, on est assez satisfait du résultat. Ok. Donc oui, effectivement, j'ai fait ressortir dans le cadre du bilan notamment les résultats pour ce bâtiment, la petite salle communale, donc qui est Oui, sur le même compteur que la mairie, c'est qui ça. est C'est du 45% au global. Hein. voilà sur les consos. Alors je crois qu'il y avait eu quelques travaux aussi réalisés sur la mairie en elle-même. Rénovation complète, rénovation énergétique aussi complète de la mairie. Voilà. Donc ce qui explique là sur le graphe les différentes étapes, on va dire, c'est-à-dire que en 2020, après rénovation de la mairie, voilà, on divise pas par deux les consos, mais pas loin. Et ensuite, la rénovation de la petite salle communale permet d'atteindre les 10 000 kWh par an, alors qu'on était en gros autour de entre 25 et 30 000 avant rénovation des deux équipements. Oui, ouais, c'est ça. Alors, on a une question Donc, on est sur le assez retour. satisfait. Ça ne veut pas dire que les factures ont baissé pour autant. Même exemple que tout à l'heure, vu le prix de l'énergie. Bon, bah, c'est de l'argent qu'on aurait dû dépenser en énergie si on n'avait pas fait ces travaux. Tout à fait, la notion de coût évité. On a une question sur le temps de retour sur investissement. Est-ce que vous avez fait une approche ou Alors, de tête, le temps de retour sur investissement, c'est un gros investissement quand même, donc le temps de retour oui, va être assez long quand même. On avait quand même 214 000 euros d'investissement, donc on gagne quelques milliers d'euros tous les ans, mais on est dans une approche globale, surtout sur tous les bâtiments de la commune. Donc, ok. en ajoutant chaque bâtiment, les économies faites sur chaque bâtiment, on est à 38% d'économie sur une facture globale de 60 000 euros, donc 20 000 euros par an globalement sur la commune. Ok. Euh, et en termes de confort, j'imagine que on est Alors le sur un confort, autre confort, on a aucun retour là-dessus. C'est une ce salle qui qui est est bon très très signe. utilisée, notamment par les associations, et elle est aussi en location pour les privés. Donc on n'a que des bons retours dessus, que ce soit l'été ou l'hiver. Donc on a au niveau confort, rien à dire. Hein. Ok. Et alors en complément, justement, par rapport à ce sujet, on a une question sur les solutions techniques qui ont été utilisées pour la toiture et les murs. Alors, les murs, on a mis la toiture, isolation laine de roche de 280 millimètres d'épaisseur Ok. et sur les murs, du 200 millimètres d'épaisseur. Et sur quel type d'isolant On est sur les sur de la murs? laine de roche. Laine de roche, Mm. qui apporte une certaine inertie, Oui, ce c'est qui ça. peut expliquer le confort estival atteint. On a une question pour savoir s'il y a eu un travail sur la programmation du chauffage pour gérer l'usage intermittent de ce type Oui, bah, de bâtiment. on programme on programme le chauffage avec des moments où on n'a pas besoin la nuit, par exemple, bah, le chauffage il tombe à 15 degrés, je crois, et en journée, en fonction de l'occupation, il y a la programmation qui est faite depuis la mairie. Donc c'est fait depuis la mairie à distance ou il faut aller dans le bâtiment? On va dans le bâtiment, mais c'est un bâtiment attenant. Oui, ok, Un bâtiment attenant, donc on le fait à la demande, mais maintenant c'est ok, récurrent. En semaine, on sait quelles associations, à quelle heure la salle est occupée, donc on s'arrange pour bien programmer les phases de chauffage. ok.
Je reviens sur l'isolation avant de parler des aides. Donc, il y a une question sur l'isolation. Donc, c'est bien une isolation intérieure qui a été réalisée pour ce bâtiment. Oui, isolation intérieure. C'est vrai que j'ai pas mis de photo de l'extérieur, mais il a enfin, certaine valeur patrimoniale, le bâtiment, pour avoir fait le choix d'isoler par l'intérieur. Non, non, on a fait le choix de l'isolation intérieure parce que c'était plus simple, on trouvait ça plus simple pour nous. D'accord. Mm. Et on a une question sur les autres aides financières. Vous avez évoqué des aides du conseil départemental. Est-ce que Oui, vous avez alors on a eu, bénéficié d'autres aides? oui, alors globalement, l'opération a été subventionnée à 67%. Donc 37 900 une DETR, ça c'est l'État. La dotation, dotation Territoire ruraux. des équipements aux territoires ruraux, Ouais. 72 900 € du département qui était conditionné aux 30% d'économie d'économie d'énergie. d'énergie. Ok. La communauté de communes, la CCBI, la communauté de communes Val-d'Île-Aubigné, 29 000 €. Ça, c'est Et dans le cadre d'un on a eu fonds de les concours. CE aussi qui ont été traités par la LEC, justement, 4 000 €. Donc, Donc pour nous, certificat c'est une d'économie opération d'énergie. qui nous a coûté 33% de 214 000 €. Donc ça nous a coûté 70 000, à peu près 70 000 €. Ok. Oui, la question est posée. Au niveau de la communauté de communes du Val-d'Île-Aubigné, c'est un fonds de concours, Fonds de les concours, aides. oui. Oui, On a c'est ça. utilisé des fonds de concours. Ok, très bien. Euh, si c'était à refaire, qu'est-ce que vous conseilleriez à vos collègues élus ou futurs élus qui sont avec nous? Oui. Ouais. Alors, il faut surtout se fixer des objectifs d'économie d'énergie si on veut. Il faut s'en donner les moyens, donc il faut être accompagné. Bon, ben, je vais vous faire de la pub, mais nous, on a été accompagnés par la LEC et très bien accompagnés. Alors, faire un bilan énergétique avant pour vraiment savoir où est-ce qu'il faut aller chercher les économies d'énergie. Il faut étudier chaque poste en pesant le pour et le contre, notamment au niveau investissement, choix des matériaux, parce que bon, nous, les petites communes, on est un petit peu serré au niveau investissement, donc des fois, peut-être que certains matériaux, certains matériels bah, sont un peu trop chers par rapport à nos revenus. Aussi, Ok, suivre le chantier, ça c'est très très important. Il faut être toutes les semaines aux réunions de chantier. C'est très très important. Et puis, il faut aller chasser les subventions aussi. ok. Et on Est-ce est très content, ce sera à refaire hors frais. Nous, notre souci, c'est ce que je disais tout à l'heure, ça a été qu'on est tombé en plein Covid. Ben, Oui, période un peu compliquée. oui, très très compliqué. Est-ce que ce bâtiment a fait l'objet d'un test d'étanchéité à l'air? Alors, un test d'étanchéité à l'air. C'est Qu'est-ce que... quand on met enfin, on met une porte, ça s'appelle un blower door, on vient mettre en surpression le bâtiment et ça permet de voir où se trouvent les fuites de chaleur à Non, l'intérieur du bâtiment. non, Ok. non, 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 on n'a pas fait ce Après, bon, test. c'est un petit équipement, mais c'est vrai que dans ce que vous avez évoqué, il y a un certain nombre de points qui sont effectivement très importants, c'est-à-dire de faire l'état des lieux du patrimoine pour voir où se trouvent les priorités d'action, en fait, par rapport Hmm. aux différents bâtiments dont on peut disposer sur une commune. Et vous avez évoqué le suivi chantier, c'est pour ça que je rebondissais, parce qu'effectivement, suivre le chantier, c'est très important. Et les tests d'étanchéité à l'air permettent de détecter de potentiels problèmes de mise en œuvre. Et donc, c'est vrai que nous, en tous les cas, on conseille de mettre en place ces tests d'étanchéité à l'air. Ça se fait, il y a un premier test au moment du hors d'air, hors d'eau. Et donc, ça permet de venir corriger les éventuelles erreurs qui sont relevées par le test d'étanchéité à l'air. Et on a un second test qui est fait à la livraison quasiment du bâtiment pour s'assurer qu'on respecte bien les objectifs. Donc, il y a des données très concrètes qui sont des objectifs à atteindre en termes de perméabilité à l'air du bâtiment. Et ça permet de garantir aussi une bonne mise en œuvre des matériaux. Oui, ben, je ne pense pas qu'on l'ait fait. Alors après, Il faudrait que je vérifie. oui. Alors, nous avons une question de Rosen. Simon. Vas-y, Rosen. Ouais, vous m'entendez là? Oui,
Oui, Oui, bonjour. Du coup, je représente le réseau Bruded. J'avais une question parce que je me mets à jour moi, dans mes informations. J'ai en tête que la Comcom est conventionnée avec l'ALEC, c'est-à-dire il y a un conseiller en énergie partagée, c'est ça qui est proposé aux communes, hein, c'est ça? oui, oui. Et est-ce que pour ce projet-là, est-ce que la commune de Moisé, est-ce que c'est l'ALEC qui a fait tout le travail de diagnostic pour voilà, vraiment conseiller? Et si oui, est-ce que ça a été pris en charge par la Comcom ou est-ce que la commune a dû abonder? Je ne sais plus comment ça Oui. fonctionne. Alors, je vais vous expliquer. En fait, on a adhéré à l'ALEC au début. La Ouais, communauté de communes prend à sa charge la moitié du coût de l'adhésion, qui est environ de 3 000 euros. Donc, ça doit être ça, monsieur Rech, à peu près. Oui, bah, c'est 1,60 €, on va dire, par habitant et par an. Ouais, c'est Donc, ça. pris en charge à 50% par la communauté commune, pour la commune. Donc, le fait d'avoir adhéré à l'ALEC nous donne des journées d'accompagnement par notre conseiller à l'ALEC et on a utilisé ces journées pour. C'est l'ALEC qui nous a conseillé, quoi. ok. Et ça veut dire que si, est-ce que ça veut dire que si la commune avait d'autres projets, elle aurait pu. Ah ben non, ça correspond à un nombre de jours. Ok. Oui, alors Oui, on l'utilise tous les ans, l'ALEC, hein. Sur tous les oui. bâtiments, sur tous nos bâtiments, on travaille tous les ans avec l'ALEC, hein. Ok. Et pour peut-être compléter, oui, après selon, on va dire, la surface du bâtiment, l'ampleur du projet, on peut être amené. Alors là, je vous ai mis à l'écran le pré-diagnostic qui avait été réalisé pour justement la salle communale par le conseiller Sylvain Labiche, qui a permis ensuite de passer à la phase travaux. Mais selon l'ampleur des bâtiments, on peut conseiller à la commune d'avoir recours à un bureau d'études pour aller plus loin et faire un audit énergétique. Là, le bâtiment était relativement simple, donc ce n'était pas forcément nécessaire. Mais voilà, en règle générale, nous, on accompagne la commune premier niveau, on va dire, et ensuite, s'il est nécessaire d'avoir recours à un bureau d'études, on le conseille à la collectivité. Ok. Merci. Et juste une question complémentaire, est-ce que ce fonctionnement type conventionnement 50%, 50%, c'est commun pour toutes les agences locales ou c'est vraiment un positionnement propre? Alors, c'est pas forcément commun, non. On peut avoir des fonctionnements différents selon les ALEC. En ce qui nous concerne, nous, sur le territoire du Pays de Rennes, le fonctionnement est à peu près similaire dans tous les EPCI, sauf sur Rennes Métropole où la participation est à hauteur de 40%, puisque là, on est sur des volumes financiers qui sont assez importants. Quasiment toutes les communes de Rennes Métropole adhèrent au Conseil en énergie partagée. Donc, c'est 50% pour les trois EPCI, Valdier-Lobigné, Liffré-Cormier et Pays de Châteaugiron, et 40% pour Rennes Métropole. Ok, merci. Merci, Monsieur Faoucher, pour ce retour d'expérience. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Alors, on a une question sur est-ce que vous vous êtes posé la question de mettre en place une pompe à chaleur RR à la place des radiateurs électriques? Oui, oui, on s'est posé la question, mais bon, on était limité au niveau budget. On avait déjà explosé le budget avec ce fameux mur qui menaçait de s'écrouler. Les petites communes ne sont pas très, très riches, donc on était à la limite de notre budget. Ok. Donc, pour compléter ce retour d'expérience, donc quelques propositions de mesures concrètes à intégrer dans les programmes. Alors, Monsieur Fauscher l'a évoqué, mais c'est vrai que je l'ai pas repris dans les propositions, mais il y a cet état des lieux initial qui est très important pour des communes qui ne l'ont jamais fait, c'est-à-dire de savoir ben voilà, comment se situe son patrimoine communal, quels sont les bâtiments qui consomment le plus, et donc ça permet de donner des priorités en termes de rénovation. Donc là, dans le cadre des élections municipales, ben, on pourrait imaginer que les équipes s'engagent à réaliser une rénovation ambitieuse qui prend en compte la performance énergétique, donc la partie hivernale notamment, et j'ai mis en gras le confort d'été. Donc ça, c'est un point vraiment très important lié directement au réchauffement climatique. On va avoir de plus en plus de périodes de forte chaleur et donc il faut que les bâtiments soient vivables. Et donc, c'est vraiment à prendre en compte dans le cadre des projets de rénovation. Donc, j'ai mis une rénovation ambitieuse, bien sûr, selon la taille de la commune, on peut imaginer d'avoir un nombre de rénovations plus important.
Alors le deuxième point, vous l'avez aussi évoqué un petit peu, Monsieur Faoucher, c'est s'engager à utiliser des matériaux biosourcés dans la rénovation. Donc là, ça n'a pas été le cas sur la salle communale, a priori pour des raisons budgétaires. Je ne sais pas si vous avez creusé le sujet dans le cadre de ce projet. Oh, ouais, si, on a regardé, et, bon, bah, toujours des raisons budgétaires. Donc là, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a des solutions pour quasiment toutes les étapes d'une rénovation, des solutions en termes de matériaux biosourcés. Et donc, c'est important d'y réfléchir dans le cadre des projets de rénovation. Et le troisième point, je ne sais pas si ça a été fait sur Moisé, mais c'est lors d'un projet de rénovation de s'engager à mener une réflexion sur l'usage des bâtiments. Alors on parle de chronotopie, l'idée étant de se dire que plutôt que de, par exemple, construire un nouveau bâtiment, bah, déjà de faire un état des lieux de tous les bâtiments dont on dispose et de voir comment on peut les optimiser l'utilisation pour réduire finalement les surfaces construites. Et donc ça, c'est des choses qu'on commence à voir dans les collectivités, mais c'est pas encore un réflexe, on va dire. Et donc, pour prendre un exemple, hein, une salle de restauration scolaire, bah, c'est utilisé, on va dire, 2 heures par jour. Sur les jours d'ouverture de l'école, donc en nombre d'heures par an, c'est vraiment très faible. Et donc, nous, on essaie de pousser les communes à réfléchir à ce sujet pour multiplier les usages des différents équipements communaux. Et nous, on travaille là-dessus. On compte le pourcentage enfin, le taux d'occupation de chaque bâtiment. Vous parliez de la cantine. Sur la cantine de Moisé, il y a la LSH, enfin le centre aéré qui occupe les bâtiments euh, le mercredi, les vacances scolaires, hein. Ok. On travaille là-dessus. Ouais. Donc c'est effectivement un point important, encore une fois, pour optimiser les surfaces et éviter d'en construire parfois de nouvelles. Quelques éléments dans le cadre de la boîte à outils. J'ai parlé des matériaux biosourcés. On a une fédération bretonne des matériaux biosourcés qui s'appelle FB2, qui peut accompagner les collectivités dans leurs projets, notamment de rénovation, mais aussi de construction. Sur le site de l'ALEC, vous pourrez retrouver également un observatoire de la rénovation énergétique de l'ALEC du Pays de Rennes. Et en fait, c'est un site sur lequel on retrouve toutes les données de toutes les communes avec lesquelles on travaille. Donc, si vous souhaitez connaître la consommation énergétique de la salle communale de Moisé, avant et après rénovation, vous pouvez aller sur ce site et vous retrouverez la donnée. C'est vrai pour toutes les communes qui sont adhérentes au Conseil en énergie partagée. J'ai mis également le lien vers le site du dispositif éco-énergie tertiaire, si vous voulez avoir plus d'informations sur ce sujet. Euh, Également une information par rapport à The Shift Project qui travaille sur justement dans le cadre des municipales à relever les propositions qui sont faites dans le cadre des programmes. Donc c'est plus une enquête si vous souhaitez y répondre. Et enfin, Bruded, qui donc Rosen est présente aujourd'hui, propose également des temps d'échange, de visites, de rencontres dans le cadre de la préparation de ces élections municipales. Vous retrouverez le lien vers le site de Brudette pour voir quels sont les prochains événements auxquels vous pourrez participer. Écoutez, il est 13h05. S'il y a une dernière question, c'est le moment. A priori, non. Je vais remercier nos témoins. Donc, merci Monsieur Faucher. Merci Guillaume qui, je crois, est parti. Merci de votre participation. Donc, on va mettre la présentation sur le site internet de l'ALEC. Vous pourrez également retrouver le replay si vous le souhaitez. Et on vous donne rendez-vous le jeudi 8 janvier pour cette fois parler des énergies renouvelables à mettre en place sur vos collectivités. Eh bien, merci à toutes et à tous. Et puis, vu qu'on est presque fin décembre, on va vous souhaiter de bonnes fêtes de fin d'année. Merci Bonne à tout le journée. monde. Bonne Bonne journée. journée. Merci à vous. C'était Merci intéressant. à Au vous revoir. également. Bonne fête. Au revoir.